Coucou YouTube, on se retrouve pour donc le bilan lecture que je vous avais promis. Voilà, bon bah 2 vidéos coup sur coup. Hein. Celle-là sera, je pense et j'espère, plus courte que la précédente. Et aussi, j'espère, sans coupure cette fois. Parce que bon, il y en a un peu marre là, ça va. Voilà, bon bilan lecture de Noël. Hein. Franchement, on va pas se mentir, c'est à part un livre, c'est que des livres en rapport avec Noël ou le jour de l'an, quoi. C'est que bah, ouais, c'était la période, donc voilà, j'ai lu du Noël. Pas vraiment de mauvaise lecture, mais pas de gros coup de cœur non plus, même s'il y a un livre. Alors le seul, finalement, mon livre préféré, ça aurait été le seul qui ne concernait pas Noël. Et qui a été une excellente lecture. Après, est-ce que c'est un coup de cœur? Je sais pas encore. Faudra que je vois si j'y repense encore plus tard ou quoi, voilà. Mais pour l'instant, à chaud, je peux pas dire. Mais voilà, mais pas de lecture, pas d'autres lectures ultra marquantes. Voilà, c'est comme ça. Désolée. Donc du coup, comme d'habitude, globalement, de la moins bonne à la meilleure, même si c'est encore une fois, ça a été un peu difficile. Alors, autant la première, donc la moins bonne lecture et la meilleure lecture, c'était évident. Mais au milieu, moins évident. Allez, c'est parti avec donc la seule romance de Noël que j'ai lue. Même si j'ai lu un autre livre qui a un côté un petit peu romance de Noël, mais c'était pas une romance à proprement parler. Mais celui-là, oui. Donc c'est Le meilleur rôle de ma vie de Cynthia Kafka. Et alors, franchement, le sous-titre est très trompeur. Comment j'ai passé Noël à Hollywood. En vrai, ce livre, enfin, c'est censé être une romance de Noël. En vrai, il n'y a aucun rapport avec Noël. Je suis désolée, hein. Mais il y a à part un moment où Noël est cité, on fait absolument pas référence à Noël là-dedans. C'est complètement con. En fait, je pense qu'ils ont fait exprès de mettre ce sous-titre et avec cette couverture comme ça pour faire style, c'est une romance de Noël, mais c'est pas du tout une romance de Noël. Ouais, il était pas nul, mais enfin, ouais, en fait, c'était bof. C'était bof, franchement. Donc, dans cette histoire, on suit Éléonore, en fait, hein, qui est une Française, qui est une pseudo-actrice, enfin, en tout cas, elle voudrait devenir actrice, et donc, elle essaye de passer des castings et tout, mais à chaque fois, ça foire. Ouais, je suis d'accord, Karine, franchement, je suis d'accord. Là, c'est clair que, pour le coup, Noël, rien à voir, quoi. Ouais, voilà, donc elle passe des castings qu'elle foire à chaque fois, et même quand elle les réussit, ben, il y a toujours un truc qui se passe mal après. Elle vit dans un hameau, en fait, hein, un mini village où évidemment tout le monde se connaît. Elle est plus ou moins en couple, enfin c'est plus un plan cul avec le seul, elle dit, je crois, le seul mec du village qui a moins de 70 ans et et voilà, et qui est suffisamment potable, quoi, on va dire. Mais ouais, elle rêve d'autre chose, ouais, elle rêve de sortir de sa cambrousse, quoi. Et un jour, en fait, il y a, en fait, alors qu'elle veut passer un casting, elle va tomber sur un réalisateur connu, ou un producteur, je crois que c'est plutôt un producteur connu, qui va lui proposer un rôle, entre guillemets. Bon, alors tout est cousu de fil blanc, hein, évidemment. Faut vraiment partir du principe qu'il n'y a absolument rien de crédible dans cette histoire, mais après, c'est un peu le principe aussi des romances de Noël, donc moi je me dis, bon, je m'en fous, c'est pas, voilà, c'est une romance de Noël, c'est normal que ce soit pas très crédible. En tout cas, le postulat de départ. Et donc, oui, en fait, son rôle, ça va être de remplacer... en fait, plus j'y pense et plus je me dis que non, c'était vraiment nul, ce livre. Ça va être... c'est juste que je me suis pas ouvert les veines en le lisant, mais franchement... en fait, ouais, voilà, elle doit remplacer je crois que c'est une actrice... Enfin,
une actrice, oui c'est ça, c'est une actrice connue, qui a disparu. Non, elle est partie, ouais c'est ça, elle est partie, elle veut, c'est pas, ouais, c'est après qu'elle disparaît, bon on s'en fout, je vous spoil un peu mais c'est pas grave, Osef, parce que, ouais elle est partie en vacances, elle a voulu partir en vacances incognito avec son copain, même en plus, enfin bon bref, c'est tout un bordel. Et non mais franchement, en vrai, je dis, j'arrive même pas à vous raconter le truc tellement il y a rien de logique dans cette histoire. Bref. Et donc voilà, on a demandé à Éléonore de la remplacer pour pas que les gens sachent que l'autre est parti en vacances, quoi, globalement. Ce qui est complètement con en vrai, comme si les stars n'avaient pas le droit d'être en vacances, mais bon, bref. Et le truc, c'est que donc officiellement, elle est embauchée pour être pet sitter, quoi, pour s'occuper de son chien. Enfin non, officiellement, c'est l'actrice elle-même, mais officieusement dans son contrat. Enfin bref, c'est tout un bordel. J'ai rien compris. Moi, j'étais là, mais attendez, je comprends rien. Ça n'a aucun sens cette histoire. Ça me tue. Ça n'a aucun sens, mais vraiment, Et donc, ils vont la grimer et tout, parce que en fait, elle est blonde aux yeux bleus, mais comme l'actrice est brune aux yeux marrons, du coup, ils vont lui teindre les cheveux, lui foutre des lentilles, bref. Et en fait, elle va tomber sur le beau-fils de l'actrice, parce que globalement, l'actrice est mariée avec un homme qui a 2 fois son âge. Et cet homme a un fils qui a quasiment son âge. Voilà. Et du coup, Éléonore va tomber sur lui. Comment il s'appelle déjà? Putain, je sais même plus comment il s'appelle. Christian. Ça m'est revenu en fait. Parce que le chien s'appelle pareil aussi. Bref. Et voilà. Et donc, ouais, en fait, elle va se retrouver. Non, mais je vous dis, c'est complètement what the fuck. Elle va se retrouver à partir en road trip avec le fameux Christian et avec la grand-mère de Christian et avec la sœur de Christian qui est une gamine, parce que en fait elle s'est planquée dans le camping-car, je sais plus pourquoi. Ah oui, parce qu'il y avait quelqu'un qui essayait de l'agresser. Enfin, franchement ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. En fait, quand j'y pense, je me dis putain, mais c'est tellement what the fuck cette histoire. C'est nul. En fait, ça m'énerve parce que moi, franchement, je suis pas mauvais public pour les romances de Noël où où c'est un peu exagéré, où il y a pas mal de coïncidences faites pour créer des quiproquos et tout ça. Moi, ça me fait beaucoup rire. Voilà, j'aime beaucoup les histoires de quiproquos, comme dans mon ex, mon faux mec et moi, là, un truc comme ça, qui était très très drôle. Et effectivement, c'était pas non plus crédible, mais c'était super drôle, c'était bien foutu, et voilà, et c'est ce qu'on demande. Mais là, ça n'a ni queue ni tête. En plus, ça n'a aucun sens, parce que du coup, elle se retrouve à partir en road trip, donc du coup, elle est plus à son poste de machin, et il y a personne qui lui dit rien. Enfin, ça veut littéralement rien dire, c'est complètement con. Et voilà. Alors, après, la romance, pour ça, je me suis pas tailladé les veines, parce que la romance, en dehors de tout ça, je veux dire, juste la relation entre les deux personnes est plutôt bien construite. C'est-à-dire que, pour une fois, on n'est pas avec un couple qui ont le coup de foudre direct, ou alors qui sont enemies to lovers. Bon, là, c'est un peu enemies to lovers, mais léger. Mais en tout cas, qui vont tomber amoureux alors qu'ils ont littéralement rien à commun. Je trouve ça bizarre. Enfin, on n'y croit pas, quoi. Je suis désolée, hein. Mais là, au moins, on y croit, parce que oui, ils ont des points communs, ils ont un peu la même vision des choses, etc. Donc, du coup, ça fait que on croit à leur histoire. Mais après, au dehors de ça, tout est totalement grand guignolesque, cousu de fil blanc. Ça n'a ni queue ni tête. Et puis, en plus, enfin, j'ai aussi beaucoup eu du mal avec l'humour un peu burlesque qui n'est que d'un côté, en fait, qui n'est que du côté d'Éléonore. En fait, c'était très bizarre parce que les autres personnages sont plutôt sérieux. C'est le seul personnage qui est un peu guignol, quoi, qui est un peu ridicule. Et le truc, ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que elle a la vingtaine, l'héroïne, mais elle parle comme une vieille de 80 ans. Et en plus, avec des expressions mais tellement vieillottes. Tu dis, mais meuf, l'autrice, là,
je sais pas, tu t'es pas dit qu'à 24 ans, on parlait pas comme ça? Enfin, ça fait pas crédible. Moi, j'avais l'impression que l'héroïne, elle avait 50 ans, quoi. Allô? Et, puis en plus, ce qui est ouf, c'est que c'est tellement ridicule que des fois, tu sais, t'avais une conversation sérieuse. Genre, je sais pas, le gars, Christian, là, il commence à parler de ses douleurs du passé ou trucs comme ça. Bon, les trucs classiques, hein. Et l'autre, elle te sort « Nom d'une pipe en bois !» Non. En plus, c'est même pas, là, je dis nom d'une pipe en bois, mais c'est pire, c'était vraiment des trucs, je sais plus, ça n'avait aucun sens, nom d'un pit de vache, je sais pas quoi, enfin, mais en fait, alors, mépris de classe, franchement, pour moi, désolé, mépris de classe de fou, de la part de l'autrice, parce qu'en fait, elle s'est imaginé que, comme la meuf vivait dans la cambrousse, là, déjà, franchement, c'est tellement méprisant pour les gens qui vivent dans des petits villages comme ça, c'est vraiment... Genre, oui, voilà, tout le monde se connaît, ils sont tous limite consanguins. D'ailleurs, son chéri, là, du début, avec qui elle couche et tout, il la demande en mariage, évidemment. Bon, elle refuse, mais t'as l'impression que, genre, il y a que eux deux. Je veux dire, c'est bon, il y a Tinder, je veux dire, c'est pas parce que tu vis dans un village de 40 habitants qu'il n'y a pas d'autres gens à l'extérieur. T'as une voiture, je sais pas. Arrêtez, quoi. Et donc, avec ces expressions de plouc, là, genre, elle a pas appris à parler. Enfin, je veux dire, il y a Internet, maintenant. C'est pas parce que tu vis dans un mini-village que tu vas parler comme tes grands-parents. Ou comme les paysans du coin. Faut arrêter, à un moment. Mais là, vraiment, je trouvais ça tellement ridicule, mais personne parle comme ça. Et puis, en plus, il y a un truc aussi que je trouve tellement pas logique, c'est que elle est aux États-Unis. Oui, parce que j'ai oublié de préciser, pardon, j'ai oublié de le dire, ça, peut-être. Quand elle va remplacer une actrice connue, c'est aux États-Unis. Elle part à Los Angeles. Donc elle parle anglais. Parce qu'en plus, elle dit bien dans le truc qu'elle est bilingue. Elle parle anglais, donc ils se parlent anglais. Donc comment tu traduis nom d'un pit de vache, je sais pas quoi, là, en anglais? Ça n'a aucun sens. Des fois, t'as l'impression qu'ils parlent pas anglais. Tu sais qu'ils sont censés parler en anglais, mais évidemment, pour nous, c'est traduit en français. Mais du coup, t'as pas l'impression. T'as l'impression qu'ils parlent français. C'est... Putain, Cynthia Kafka, pardon, mais vraiment, là... t'as un peu fait de la merde, hein. Non, franchement, puis voilà. Bon, au final, j'avais dit que ça allait. Mais en fait, non. C'est marrant comme quand on en parle et qu'on repense au truc. On se dit, putain, non, en fait, c'était de la daube. Non, vraiment, c'était pas bien. Et donc, aucun rapport avec Noël. Mais vraiment aucun fucking rapport avec Noël. Il n'y a même pas de neige et tout. Il y a juste un moment, je crois, à la fin. Et en plus, c'est genre, il y a une ellipse de temps en plus. À un moment, où ils disent que c'est Noël et c'est tout. Toi, t'es là, mais d'accord. Fallait juste que tu remplisses le cahier des charges pour que ce soit une romance de Noël, de juste dire c'est Noël. Et c'est pas comme ça que ça marche, en fait, Cynthia. Faut pas juste dire c'est Noël, en fait. Faut mettre les gens dans l'ambiance de Noël. Surtout que bon, c'était aux États-Unis. Bon, déjà, voilà. Alors elle a choisi Los Angeles parce que c'est Hollywood et tout. Mais il y a des acteurs et des actrices à New York. Quitte à faire une romance de Noël, t'aurais pu faire ça à New York. Ça fait plus Noël que Los Angeles. Enfin, je sais pas. En fait, je vois tellement pas l'intérêt finalement d'avoir fait ton histoire aux États-Unis parce que c'est absolument pas exploité. Ça se serait passé en France, ça aurait été la même chose. Je comprends pas l'intérêt, en fait. Je sais pas, c'est trop bizarre. Bref. Bon, voilà. C'est Olico, ouais, c'est ça. Exactement. Putain. Ah. Bref. Voilà, c'était... Ah mince, les pubs. On va attendre la fin des pubs. Non, mais ouais, c'était nul. Franchement, aucun intérêt dans cette romance, je trouve. Hein. Vraiment. Hein. Ah, c'est bon. Donc voilà, non, mais t'as rien loupé, Odeya, du coup. Voilà. Bon, ben écoutez, next, hein, voilà, ça a été ma romance de Noël foirée. Heureusement que j'ai lu d'autres trucs de Noël mieux.
Donc allez, on passe à la suite. Hein. Donc j'ai lu aussi le tome 2 donc, de Meurtre sous le gui, qui est un livre audio voilà, spécialement créé pour Audible, avec des acteurs québécois que Karine connaît, du coup, voilà, donc moi je connais pas, moi je les connais pas, donc du coup j'ai pas été perturbée par les voix. Mais donc en fait c'est une série de cosy mystery, hein, Meurtre sous le gui, donc moi j'avais lu le premier tome, où à chaque fois t'as plusieurs petites histoires, petites enquêtes avec donc les mêmes personnages principaux qui sont Emily et Sam, voilà. Donc Emily qui tient, alors voilà, le truc classique dans les cosy mystery, mais qui tient alors là elle tient un magasin de Noël. Alors moi j'ai un peu du mal à comprendre le concept de magasin de Noël, parce que du coup bah tu fais ton chiffre qu'une fois dans l'année, comment ça se passe le reste du temps? Tu fais quoi? C'est bon, bah ok, très bien. Mais voilà, magasin de Noël, une boutique de Noël, voilà. Et bon, alors ce qui est marrant, ce qui est quand même marrant, c'est que tu te dis, putain, elle est tranquille tout le reste de l'année. Du coup, elle a du temps pour elle. Parce que, ben, elle a pas trop à s'occuper de sa boutique. Mais comme par hasard, c'est c'est au moment des fêtes où il y a tout le monde qui crève, quoi. Où il y a des meurtres de partout. Et du coup, bon, elle a quand même le temps d'enquêter sur les meurtres, en plus de s'occuper de sa boutique de Noël. Putain, c'est la fin de l'année, c'est chargé pour Émilie. Hein. Vraiment, putain, chaque année, là, voilà, ça fait 2 années de suite. Alors on sait qu'il y en aura une 3e en plus. C'est vrai, il y a des boutiques de Noël ouvertes à l'année. Putain, pourquoi je suis pas étonnée qu'il y ait ça au Québec? En vrai, nous, on n'a pas ça. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on a ça en France? Je crois pas. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas. Hein. Jamais vu de boutique de Noël. Mais du coup, du coup, vous achetez quoi? Vous préparez déjà Noël dès le mois de janvier. Allez hop, on prépare Noël suivant. Hein, voilà. Il n'est jamais trop tôt. Je sais pas, j'ai jamais vu non plus, d'accord. Mais bon, c'est spécial, hein, ma foi, ok. Donc voilà. Et donc Sam, lui, c'est un flic qui lui est réellement chargé de l'enquête. Hein. De toute façon, c'est toujours comme ça dans les cosy mystery, il y a toujours quelqu'un qui est vraiment chargé de l'enquête, et l'héroïne ou le héros dont le métier n'est pas du tout flic, et qui va faire une meilleure enquête que le flic, bien sûr. C'est évident. T'as vu ça, mais en Norvège. Ah ouais, putain, c'est fou, parce qu'en Norvège, il neige toute l'année, c'est Noël toute l'année. Ah, c'est marrant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, mais aussi, ouais, si, alors après, la petite originalité, entre guillemets, c'est que apparemment Emily a un passé sombre qu'on ne connaît pas. Et ah oui, et donc ils ont eu une histoire avec Sam. Mais Sam ne sait pas quel est le passé d'Emily, quoi. Voilà, globalement. Et Sam a une fille aussi qui est ado. Violette, elle s'appelle. Et voilà, en gros, la petite histoire. Ah ouais, un quartier avec plein de boutiques de Noël, mais c'est ouf quand même. Ok, why not. Donc voilà, et donc là, ben, le tome 2, comme dans le tome 1, il y a à chaque fois, il y a un meurtre, et donc Emily va élucider l'enquête, voilà. Tout simplement, il n'y a pas de, il y a pas plus de choses, et donc on est en période de fête, et voilà. Mais après, bon, voilà, c'est pas nul, hein, franchement. Moi, j'aime bien, c'est parfait à écouter, effectivement, en période de Noël. Voilà, c'est un petit cosy comme ça. Moi, j'aime bien, en plus, voilà, moi, j'aime bien les voix, les accents québécois et tout. J'aime beaucoup. Ça met encore plus dans l'ambiance de Noël, je trouve. Voilà, donc voilà, ça casse pas des briques, pareil, c'est un peu cousu de fil blanc. Hein. Tu te dis, comment que ça se fait qu'il y ait 4 meurtres d'affilée au même moment dans un petit bled comme ça? Bon, voilà, c'est pas, clairement, c'est pas du tout crédible, mais
ça passe parce que c'est Noël et voilà. C'est léger, les personnages sont sympathiques, j'aime bien le personnage d'Emily. En fait, en plus c'est drôle, c'est assez drôle, mais pas drôle burlesque, drôle, voilà. C'est pas ridicule quoi. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien les rapports entre les personnages, j'aime bien la petite histoire entre Emily et Sam, que voilà, c'est sympatoche. C'est sympatoche. Après, j'ai lu, c'est le dernier en date que j'ai terminé, et pour cause, hein, puisqu'on est le 1er janvier. Oh purée, d'ailleurs, j'ai oublié de souhaiter, bah oui, mais je vous ai souhaité bonne année dans la vidéo précédente. Et du coup, je vous redis mes meilleurs vœux, j'en profite pendant que je parle d'un livre qui parle du nouvel an. C'est vrai que j'ai quand même oublié au début de la vidéo. Donc, et comme j'ai dit bonne année au début du live, c'est vrai que j'y pense pas quand je lance la vidéo YouTube. Donc, bonne année, évidemment. Très bonne année et une très bonne santé à tout le monde et tout plein de bonnes choses hein, pour tous les gens qui regarderaient cette vidéo. Voilà. D'ailleurs, j'ai failli... En fait, j'avais un peu de temps hier, finalement, et j'ai failli... poster la vidéo des sorties. Après je me suis dit bah non, tu dis bonne année dedans si tu la postes le 31 décembre ça va pas. Du coup j'ai attendu aujourd'hui. Je l'ai posté au dernier moment. Donc ouais, on est le 1er janvier à l'heure où je tourne, donc vous aurez cette vidéo le 2 hein, si tout va bien. Et donc du coup j'ai lu un livre pour changer un peu. Ce n'est pas un livre sur Noël, c'est un livre sur le Nouvel An. Voilà, qui s'appelle donc Dernier Nouvel An de Martin Osterdahl, qui est un auteur suédois. Et dans cette histoire, en fait, on va suivre un repas de famille, ou en fait, enfin repas de famille, plutôt d'amis. En fait, c'est un couple, Lisa... Michael, ouais c'est ça. Décidément moi et les prénoms. Lisa et Michael, qui ont une fille qui est ado, qui a 17 ans, qui s'appelle Eba. Et Eba, elle est en couple depuis quelques temps avec un garçon de son âge qui s'appelle Marlon. Et ouais, ils sont amoureux et en fait, ils ont décidé de faire en sorte que leurs parents se rencontrent. Et donc Lisa et Michael ont invité les parents de Marlon à dîner pour le nouvel an, pour le réveillon du nouvel an. Ce qui est quand même bizarre comme choix de date, je trouve, pour inviter des gens qu'on ne connaît pas et que, voilà, pour un truc un peu formel comme ça, c'est bon. Mais bon, pourquoi pas, hein. Voilà. Donc, repas du nouvel an avec les parents du copain de ta fille. Sauf que, surprise, surprise, quand les parents de Marlon se pointent, donc c'est comment il s'appelle aussi, merde, Soren et la femme, c'est pas Claudia, une Claudia, il y avait une Claudia dans un autre livre, c'est pour ça. Je sais plus, putain, est-ce qu'ils le disent quelque part? Bon, après c'est pas très grave, mais donc Lisa, Michael, ok. Bon, je sais pas. Personne ne le dit. Bon, bref, en tout cas, les parents de Marlon. Mais je crois que c'est Claudia. Mais ça fait bizarre, parce que ça fait beaucoup de Claudia quand même. Parce que j'ai une Claudia dans un autre livre aussi. Bref, peu importe. En tout cas, voilà, surprise, quand ils ouvrent la porte, et en fait, ils se rendent compte qu'ils connaissent les parents de Marlon. Puisque la mère de Marlon et Lisa étaient amies quand elles étaient plus jeunes, et parce qu'en fait elles partageaient le même groupe de parole, parce que toutes les deux voulaient avoir un enfant et ne pouvaient pas. C'était un groupe de parole où les femmes ne pouvaient pas avoir d'enfants pour X raisons, soit parce qu'elles étaient stériles, soit parce que leur mari était stérile, soit parce qu'ils avaient des problèmes de couple, quoi, enfin bref. Et là, en l'occurrence, je crois que c'est la mère de Marlon qui était stérile,
Et Lisa et Michael, ils avaient des soucis de fertilité aussi, bref. Et donc, surprise, d'autant plus surprise que, comme je viens de le dire, la mère de Marlon était censée être stérile, donc comment ils ont eu Marlon Voilà. Parce que quand c'est le père qui est stérile, encore tu peux faire une PMA, mais quand c'est la mère, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et donc, en fait, on va revenir sur le passé donc de Lisa et de... Bon, tant pis, on va l'appeler Claudia, même si je suis pas sûre que ce soit Claudia. Mais voilà, de Lisa et de Claudia. Quand elles se sont connues. Quand elles ont connu Soren, qui... Alors, Lisa, elle était déjà en couple avec Michael, mais du coup, elles ont rencontré Soren, qui était médecin. Voilà, et donc, on va comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Voilà, et donc, on va aller un peu de révélation en révélation. Après... Alors, c'était sympathique. C'était sympathique, ça fait un peu le job, on va dire. Quel rapport avec le Nouvel An, si ce n'est que c'est le soir du Nouvel An? En fait, bof, quoi, ça aurait pu être n'importe quel repas, c'était la même chose, je sais pas trop pourquoi. C'est vraiment un prétexte. En fait, c'est vraiment pour faire vendre, moi, je pense. Pour dire, regardez, se passe le Nouvel An, c'est bien pour acheter ça pour les vacances et tout ça. Mais en vrai, bon, aucun fucking rapport avec le Nouvel An, globalement. J'ai beaucoup aimé tout le mystère, justement, qui tourne autour de la fertilité des deux femmes, des deux femmes et des deux maris, d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, voilà, ça c'était intéressant. La révélation finale, je l'avais devinée pas mal de temps avant, on va dire. Je me suis dit, oui, bon, vous foutez pas de ma gueule, à un moment, c'est quand même obvious, quoi. À un moment, t'apprends un truc, en fait, t'as une révélation sur un truc, et du coup, tu comprends direct, tu percutes direct quelle va être la fin, quoi. Voilà. Je dis, oui, bon, d'accord, donc en fait, c'est ça, quoi. Donc bon, ça m'est pas tombé dessus en mode, waouh, mais c'est vrai qu'en plus, j'aime bien parce que la révélation finale, il te sort ça comme si c'était, oh, c'est incroyable, mais c'était ça en fait depuis le début. Voilà. Et toi, t'es là, même toi, Lisa, t'aurais pu le deviner là. Hein. Pour le coup, pardon, mais bon. Bref, bon, voilà. Donc, twist un peu facile. Après, voilà, j'aime bien l'idée de ce que ça impliquait, tout ça. Voilà, c'était intéressant. Y a un chapitre final qui est un peu... quasiment final, qui est un peu un genre de mini flashback, mais qui sert à rien. J'ai pas compris l'intérêt, en fait, de ce chapitre. Là, oui, d'accord, et donc, on apprend quoi de plus? Ça sert à quoi de nous avoir montré ça? C'est bizarre. J'ai pas compris. Voilà. J'ai pas compris la fin, globalement. Après, la fin, l'épilogue, on va dire, voilà. Il y a le chapitre, donc il y a la révélation finale. Après, il y a un chapitre un peu flashback qui sert à rien. Et après, il y a une espèce d'épilogue aussi qui, là, oui, bon. Bref, voilà. Donc c'était c'était sympa parce qu'il y a effectivement tout ce mystère un peu autour des deux enfants là. Mais en dehors de ça, ça casse pas des briques. On peut globalement s'en passer, quoi. Surtout si on veut un truc du Nouvel An qui est pas vraiment Nouvel An. Mais oui, et puis aussi, alors moi j'adore j'adore les huis clos, surtout quand c'est en mode repas de famille ou entre amis où chacun se dit ses quatre vérités, c'est ce qui se passe là. Et ça j'ai adoré. J'ai adoré toute cette partie-là. Par contre, la fin, je veux dire en dehors du twist final, c'est n'importe quoi. Ça part complètement en couille, t'es là, mais pourquoi ça j'ai pas compris. C'est là que je me dis, c'est là qu'on voit que c'est un mec qui a écrit et pas une nana. Parce qu'il a fallu absolument qu'ils mettent de l'action, on va dire. Enfin,
Mais ça servait à rien, parce que déjà, toutes les révélations, déjà, ça suffisait. Pourquoi ne pas être resté sur un truc vraiment juste huis clos, avec des révélations, machin, où, voilà, où chacun se dit ce qu'il y a de vérité, et t'apprends des trucs, et ça suffisait pour faire un thriller domestique très sympa, et voilà. Mais non, il a fallu qu'il rajoute des trucs qui sont complètement what the fuck. Et c'est trop, et ça sert à rien, ça sert tellement à rien dans l'histoire. Et mais pourquoi t'as fait tout ça, Martine? T'as foutu Martine. Ouais, c'est clair, j'avoue, Karine, c'est ça, décidément. Arrêtez de me vendre des trucs de fête, là, alors qu'il n'y a pas de fête. Enfin, je veux dire, bon, voilà, quoi. Alors que la fête est tout juste citée, au final. Aucun rapport. Mais ouais, non, là, je trouvais que c'était parti en couille à la fin. En fait, voilà, globalement, finalement, j'ai juste pas aimé la fin, quoi. Quand je résume, si je résume, j'ai beaucoup aimé tout le repas, toute la mise en tension, les confidences, les révélations, les machins, les trucs, ça, j'ai adoré. Mais après, que ça part en couille et tout ça, et puis bon... la révélation, elle est, on l'a deviné longtemps avant. Tous les trucs qui se passent, c'est complètement what the fuck, c'est pas crédible et ça sert à rien dans l'histoire. Et l'épilogue, il sert encore moins. Voilà. Donc toute la fin a gâché finalement un peu le reste du livre, quoi. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu Un Noël glaçant. On revient sur Noël, du coup. Et pareil, c'est pas... Après, vous allez me dire, bon, c'est un peu difficile de mettre de l'ambiance de Noël dans un thriller. Certes. Mais j'attends quand même à ce qu'il y ait un peu plus de références à Noël, quoi. À ce que le fait que ce soit Noël implique quelque chose dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, par exemple... il s'est passé un truc lors d'un Noël et du coup ça rappelle à tout le monde ce qui s'est passé, ou alors je sais pas, enfin ça marque quelque chose de particulier, quoi. Ou alors il y a un personnage qui n'aime pas Noël, ou j'en sais rien, je dis des conneries, mais dire que Noël implique quelque chose dans l'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Même pour un thriller, c'est faisable, quoi. Sauf que bon, là c'est juste que ça se passe à Noël, quoi, et finalement mais encore une fois, en fait c'est ça le truc, c'est que quand l'histoire peut se passer à un autre moment que Noël, pour moi ça n'a pas de rapport avec Noël, vous voyez ce que je veux dire? Là en l'occurrence c'est le cas. Ça aurait pu être des vacances n'importe où, puisque en fait c'est ça l'histoire, c'est ouais, voilà, hein, un peu léger, hein. Que toi, Karine l'a lu aussi, donc elle l'a lu avant moi, elle m'avait dit que ça faisait le job, mais que c'était pas non plus ouf. Et oui, c'est un peu mon avis aussi, même si je préfère quand même celui-là que le truc du Nouvel An. Donc ouais, là on va suivre Emma. Le livre d'avant c'était Eba et le père Michael. Là c'est Emma avec le petit ami Michael, hein, quand même. Bon. Enfin Michael en l'occurrence là plutôt. Puisque là ça se passe aux États-Unis. C'est ça? Aux États-Unis? Non, pas aux États-Unis. Enfin, ça se passe en France, mais je veux dire, les personnages sont... Non, je pense que c'est au Royaume-Uni que ça se passe. Je crois que Claire McGowan, elle est irlandaise, il me semble. C'est vrai que c'est pas précisé. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était les États-Unis, parce qu'on a le réflexe États-Unis, mais pas du tout. Non, non, pas du tout. Je pense qu'ils sont au Royaume-Uni au début de l'histoire. Ouais, c'est ça, hein, ils sont au Royaume-Uni. Et Emma va partir en vacances dans les Alpes avec son petit ami Michael, son petit ami qui est député et qui est en fait très connu, hein, du coup forcément dans son pays. Et Emma, elle est avocate, et en fait bon ben elle a pris l'habitude de passer Noël chez sa mère, mais à chaque fois ça se passait pas bien parce que sa mère elle est un peu toxique, un peu problématique en tout cas. Et donc là, pour la première fois, elle va pas passer Noël avec sa mère, qui de toute façon part en croisière avec une amie ou un truc comme ça.
Et donc Emma n'a d'autre choix finalement que, même si en fait ça l'enchante pas trop. Alors, elle avait pas envie de passer Noël avec sa mère, mais en même temps, elle a pas trop envie de passer Noël avec, en l'occurrence, les amis de Michael, puisqu'ils partent à 3 couples. Parce que Michael donc a 3 amis, dont 2 sont en couple, qu'il a connus à la fac. Et tous, ils sont tous un peu pétés de thunes, hein, voilà, globalement. Et sauf que Emma les aime pas, parce qu'ils sont tous un peu pédants, pas forcément très sympathiques et tout. Donc elle a moyen envie de passer les fêtes avec eux, mais bon, elle a pas trop le choix. Elle a quand même envie de passer Noël avec son chéri, donc bon, elle se dit, allez, il n'y a pas de raison, c'est Noël, ça va bien se passer. Et évidemment, ça ne se passe pas bien du tout. Alors déjà, quand ils arrivent, évidemment, il y a la fameuse tempête qui fait qu'ils sont un peu bloqués, parce qu'ils vont dans un chalet qui appartient donc à l'un des couples d'amis, là. Et ils sont un peu bloqués. En plus, bon, voilà, ils s'entendent pas, donc les discussions sont pas très cordiales, on va dire, surtout avec Emma, la pauvre, ça en prend un peu plein la gueule. Et en fait, ben ouais, il va se passer quelque chose. C'est que alors voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'un des membres du groupe, l'un ou l'une des amis de son petit ami va être tué. On comprend assez rapidement que c'est un meurtre. Et le truc, c'est que tout le monde va accuser Emma. Parce qu'il va y avoir des indices en particulier, et puis parce que c'est un peu la pièce rapportée du groupe, hein. Et donc tout le monde est persuadé que ça va être elle, et voilà, les ennuis vont vraiment commencer à ce moment-là. Et j'avoue que c'était très anxiogène, parce que vraiment, moi je me disais, mon Dieu, quel enfer. Déjà quel enfer de partir en vacances avec des gens que t'aimes pas, que ça se passe pas bien et tout, et en plus, là... En plus, t'as un mort, et en plus, tu te fais accuser, tu peux pas te défendre, parce que, en plus, ils peuvent pas appeler la police, parce que ils sont coincés par la tempête de neige, donc on est vraiment en huis clos, et tu peux pas te défendre parce que personne te croit, et voilà. Mais moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, pour le coup, quand même, c'est que Emma, elle se laisse pas faire. Emma, c'est pas une vicose, quoi. C'est pas la meuf qui est mince, tout le monde est contre moi, c'est foutu. Enfin voilà, non. Emma va dire, ah ouais, vous le prenez comme ça, très bien. Eh ben, je vais mener moi-même ma petite enquête. Let's go. Et là, voilà, elle va entrer en action, et ça, j'ai bien aimé. Voilà, mais c'est vrai que c'était très anxiogène, surtout, voilà, il y a une des amies, là, Nicolas, qui est absolument ignoble avec elle est horrible, cette meuf. Alors, en plus, la lectrice aide pas, parce qu'elle a vraiment fait une voix de pétasse, hein, faut le dire comme ça, à Nicolas, mais vraiment, c'est absolument horrible. Mais ouais. Mais voilà, non, franchement, c'était quand même bien. C'était quand même bien dans le sens où j'ai été bien prise dans ma lecture, hein, dans mon écoute. C'était vraiment sympa à écouter. L'enquête est pas mal. Enfin voilà, le fait que Emma se laisse pas faire et tout, mais qu'il y a quand même des rebondissements, tout ça, voilà, c'était vraiment bien. Voilà, donc ça fait le job. Après, la révélation finale de qui a fait quoi, pourquoi, j'ai pas trouvé que ça cassait des briques. J'étais là, oui, bon. En vrai, d'un côté, c'est bien parce que c'est réaliste. C'est pas un truc qui sort de nulle part. Mais en même temps, c'est un peu décevant. Tu t'attends à un truc... En fait, c'est chiant parce qu'on voudrait... Mais c'est difficile parce qu'on voudrait... des twists qui soient crédibles, mais en même temps, on a envie d'être... Waouh, voilà, quoi.
Et bah, c'est difficile de faire du waouh quand ça reste un truc potentiellement plausible, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Mais bon. Mais après, voilà, oui, ça fait le job. C'était sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Je pense que du coup, ça peut s'écouter en dehors de Noël. Par contre, en hiver, ça se passe à la montagne. La tempête de neige et tout, oui, c'est typiquement un livre audio de l'hiver, mais pas spécifiquement de Noël, quoi. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, j'ai lu Aller simple pour Noël de Audrey Archambault. Qui a été aussi une lecture québécoise, mais cette fois que j'ai lu sur ma liseuse. Et ben j'ai beaucoup aimé, comme le premier que j'avais lu, c'était quoi déjà 24 jours pour survivre au réveillon, ouais. C'était là, voilà, donc là, voilà, Audrey Archambault, elle fait vraiment de Noël. On est vraiment dans l'ambiance de Noël. Voilà. Il y a un rapport quand même. Donc là, alors là on est avec une jeune femme qui est mannequin, qui est célèbre en fait au Québec, même d'ailleurs internationalement a priori, hein. Oui, du coup puisqu'elle va à Paris pour un défilé en fait. Donc plutôt célèbre, mais c'est un mannequin grande taille. Voilà, parce que l'autrice s'est dit je vais être un peu inclusive, voilà, je pense que c'est ça. D'ailleurs, c'est assez inclusif comme roman, puisqu'il y a même un des personnages qui est une femme trans, et un personnage que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'est Cristal, pas la femme trans, hein, l'héroïne pour le coup qui est mannequin. Cristal de son vrai nom, Christine, qui doit se rendre à Paris. En fait, elle doit d'une part participer à un défilé en tant que nouvelle égérie d'un créateur connu. Et d'autre part, elle part pour un aller simple, d'où le titre, parce que elle part vivre à Paris chez son petit ami, en fait, qui est donc qu'elle a connu au Québec, mais qui est français, qui s'appelle Jean Thomas. Ça ne s'invente pas, mais bon, putain, c'est bien trouvé parce que c'est un petit bourge, quoi. Hein, voilà, c'est typiquement le petit bourge avec l'appartement de ouf, voilà. Je crois que c'est vu sur Montmartre ou un truc comme ça, bref, bon. Mais le truc, c'est que Cristal doit passer incognito parce qu'en fait, personne ne sait qu'elle va être la nouvelle égérie de ce créateur connu qui s'appelle Sir Charles. Et donc du coup, elle veut voyager incognito. Alors on se demande pourquoi elle prend pas un jet privé, mais bon, en même temps, d'un côté c'est bien parce qu'au moins ça fait pas, ça reste écolo, on va dire. Mais n'empêche que voilà. Et donc en fait, on est à l'aéroport de Montréal. Alors je sais pas s'il existe le nouvel aéroport de Montréal. Je sais plus comment il s'appelle dans le truc. Le nouvel aéroport international de Montréal, un truc comme ça. Alors je sais pas si c'est un aéroport qui existe ou s'il a juste été inventé pour l'histoire. Mais du coup voilà, elle doit prendre l'avion et en fait elle a avec elle une robe qui coûte ultra cher, 2 millions de dollars, je crois, un truc comme ça, qu'elle doit aussi emporter. Bon, ça c'est pas très crédible, hein, parce qu'en vrai, bon, c'est un truc de Noël, encore une fois, il faut pas partir de trucs crédibles. C'est sûr que, voilà, dans la vraie vie, elle serait partie en jet privé, elle aurait eu des gardes du corps et des gens se seraient occupés de sa robe. Là, elle part toute seule avec sa robe. C'est pas dans un avion grand public, quoi. Bon, mais bon, partons du fait que c'est un truc de Noël, voilà, c'est pas... Le nouveau... Ah d'accord, donc il existe vraiment. C'est Pierre Elliott Trudeau et l'ancien c'est Mirabel. Ok, d'accord. Mais là ils disent jamais le nom Pierre Elliott Trudeau, hein. Ils disent toujours le nouvel aéroport de Montréal. Ok. Merci Karine pour les précisions. Et donc ouais, elle a sa robe et en fait elle peut pas la mettre en soute parce qu'elle a peur que quelqu'un la vole et donc elle a une dérogation pour pouvoir voyager avec. Bref.
Et le problème, c'est que il va y avoir la famosa tempête de neige, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Le nouveau n'est plus si nouveau. Ok. Bon, voilà, comme dans le précédent d'Audrey Archambault, d'ailleurs, il y avait aussi une tempête de neige classique, hein, classico-classique. Donc, la tempête de neige qui va faire que les avions ne pourront pas décoller. Et du coup, Crystal va être bloquée à l'aéroport alors qu'on est la veille de Noël, où je crois, on doit être le... Non, c'est ça, on est vraiment le 24, on est la veille de Noël, ouais, c'est ça. Donc, bon, pas ouf, quoi. Et ben du coup on va suivre un petit peu ses aventures alors qu'elle est bloquée à l'aéroport, qu'elle veut pas qu'on découvre son identité, donc elle est plus ou moins grimée, hein. Je crois qu'elle a des lentilles et qu'elle s'est coupé et éteint les cheveux, comme l'autre dans le meilleur rôle de ma vie là, mais bon là c'est pas le même, c'est pas pareil. Et voilà, donc on va suivre un petit peu ses péripéties et c'est très drôle. C'est très drôle, c'est mimes, y a des personnages hauts en couleur, y a plein de trucs un peu émouvants, voilà. C'est évidemment, ça parle de plusieurs sujets plus ou moins délicats. Enfin, et c'est très noëlesque. Hein. Là pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment noëlesque. Notamment, donc Crystal. On découvre que chaque année, elle écrit des lettres au Père Noël, et donc à chaque fois, il y a une lettre, voilà, depuis qu'elle est petite. Et voilà, c'est un petit peu rigolo. Donc voilà, ça parle de films de Noël. Alors ben moi, je suis d'accord avec l'autrice et son héroïne pour dire que oui, Maman, j'ai raté l'avion, c'est le meilleur film de Noël. Voilà. Donc voilà, il va se passer plein de choses qui font qu'on va être vraiment dans la magie de Noël, malgré le fait qu'on soit bloqué dans un aéroport, et c'est ça qui est cool en fait. Et voilà, c'est un peu le même délire que dans son premier, où là elle était bloquée dans un village où elle connaissait personne, voilà, bon là c'est à l'aéroport. Mais voilà, c'est comment transformer un endroit inconnu avec des inconnus en magie de Noël, quoi. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé aussi le message de fin. Alors c'est chiant parce que je peux rien vous dire sans spoiler, mais j'ai trouvé il y a un truc en fait parce que on comprend. C'est chiant parce que je veux pas spoiler. Mais en gros, voilà, on sait qu'il y a un truc qui va se passer. C'est logique. Et moi, j'étais persuadée qu'on allait être un peu dans les clichés par rapport à ça. Et non, elle a déjoué les clichés et elle a rendu ça beaucoup plus humain, j'ai trouvé. Voilà. Je trouve que, en fait, moi j'aime bien Audrey Archambault parce que derrière ce côté un petit peu burlesque, un petit peu, voilà, évidemment, c'est un peu cousu de fil blanc et tout, il y a des choses très très humaines, je trouve, et du coup on arrive à s'identifier. Je veux dire, le meilleur rôle de ma vie, c'est impossible de t'identifier à Éléonore. Je veux dire, personne fait ça dans sa vie, il y a absolument rien qui est crédible là-dedans, et du coup même si tu viens d'un village de 40 habitants, tu peux pas t'identifier à elle parce que le truc est très mal décrit. Ça ressemble pas à des personnes qui existent réellement. Ni les stars d'Hollywood, ni les gens qui habitent dans des villages paumés en France ne ressemblent à ce qui est décrit dans ce livre. C'est pas crédible. Alors que là, pour le coup, les personnages, ils sont très humains. C'est ça que j'aime bien, en fait. On peut s'identifier. Même si c'est une mannequin. C'est vrai que voilà, tu dis oui, bon, d'accord, c'est une mannequin, tu t'identifies pas à une mannequin. Mais d'une part, bon, elle a fait en sorte que ce soit une mannequin grande taille, ok. Et d'autre part, elle l'a rendue humaine, en fait. Elle l'a rendue un peu proche des gens, avec aussi ses failles. Et puis le fait qu'elle se comporte pas comme une star en voyageant en jet privé, machin, et qu'elle soit proche des gens.
qu'elle s'occupe des gens qui sont en difficulté et tout ça, bah ça la rend plus humaine et en même temps, voilà, avec aussi ses défauts, parce qu'elle n'est pas parfaite, hein, voilà, elle a aussi des défauts. Et du coup, ça permet d'autant plus de s'identifier. On aime bien, voilà. Ça parle un petit peu aussi des réseaux sociaux. Ça, voilà. Ça révolutionne pas le genre et c'est pas non plus des trucs ultra profonds où tu vas te dire waouh, ça a fait exploser mon cerveau. Pas du tout. Pas du tout. Hein. Attention, hein, ça reste ultra léger. Voilà, faut pas aller chercher des valeurs ultra. Engagé, machin, mais quand même, voilà, il y a pas mal de choses que j'ai aimées. J'ai trouvé, en fait, c'est un truc québécois aussi, je trouve que les Québécois, ils ont pas besoin d'en faire 10 caisses. Ils ont moins de panique morale qu'en France, je trouve. Voilà, bon là, par exemple, il y a une femme trans, mais on fait pas tout un truc autour du fait que ce soit une femme trans. Elle est pas je veux dire, ça aurait été écrit en France, on aurait dit on aurait foutu plein de transphobie dedans parce que bah forcément, comme c'est une femme trans, elle doit forcément souffrir. Enfin, c'est vraiment le truc, voilà. Là non, en fait, c'est juste un personnage comme un autre, mais qui en même temps a son aura, enfin voilà, et je sais pas, il y a un truc qui fait que tu te sens proche des personnages et sans qu'il y ait besoin d'en faire des caisses, quoi. Voilà, je sais pas. Je trouve qu'en France, on fait vite des caisses sur les choses et des fois, c'est un peu fatigant, quoi. Voilà. Des fois, t'as besoin de lire ce genre de truc, en fait. Et même, en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que, du coup, il n'y a pas de... Bah déjà, il n'y a pas de mépris de classe dans ce truc, ça j'aime bien, contrairement à l'autre, là. Et puis bon, j'ai bien aimé aussi Moi, j'ai aimé le fait que ça se moque un petit peu des bourgeois parisiens, mais sans non plus rentrer dans les clichés, en fait. Ça, j'ai bien aimé, justement. Ça, j'ai bien aimé. Parce que moi, Dieu sait que les bobos parisiens, je supporte pas. Hein, vraiment, c'est le parisianisme et tout, c'est insup. Mais en même temps, c'est trop facile. C'est trop facile de jouer là-dessus sur les clichés. Donc là, il y a des clichés, évidemment. Mais c'est gentillet et c'est rigolo et c'est... Voilà. Dis oui, bon, bah voilà. mais voilà, j'aime bien. Voilà. C'était très sympa, franchement. C'était une très bonne lecture de Noël, pour le coup. Ensuite, alors pareil, un roman qui est très sympa dans son genre, même si je suis pas techniquement le public visé, je le mets en haut parce que je trouvais qu'il était très très bien fait. Voilà, j'étais agréablement surprise. C'est le roman Maudit de Franck Sillier. Donc qui était un thriller de l'Avent, donc voilà, le principe c'était de lire un chapitre par jour. Ce qui était bien, c'est que c'était vraiment, ça avait un sens en fait de lire un chapitre par jour. Il y avait un sens dans l'histoire en fait, hein, par rapport au jour. Alors par contre, ça aurait pu se passer à n'importe quelle période de l'année, c'était la même, hein, honnêtement, il n'y a pas, là pour le coup, on n'a pas tant de rapport avec Noël que ça. Là, vraiment, ça se construit vraiment autour du fait qu'il y a un chapitre par jour. Parce qu'en fait, on est dans une boucle temporelle. En fait, on va suivre Naël, qui donc un jour, le 1er décembre, hein, va trouver dans son jardin un carnet qui a été écrit par un certain Léo. Et en fait, donc, toutes les pages sont cousues. Voilà. Et par chapitre, en fait, et on comprend qu'il y a un chapitre par jour, du 1er au 24 décembre, comme de par hasard. Et donc voilà, il va lire le premier chapitre. Et donc il va se rendre compte que c'est quelqu'un qui visiblement... Enfin bon, il ne sait pas au début si c'est la vérité ou si c'est une blague, mais il va se rendre compte au fur et à mesure que c'est apparemment quelqu'un, un adolescent qui a été kidnappé et qui a écrit des choses dans son carnet, quoi. Et ah ouais, pas ouf, putain, moi j'ai trouvé ça trop bien.
Et en fait, le truc, c'est qu'il va se réveiller, donc il va se passer des choses dans la journée. Il va se passer plusieurs choses, et notamment un truc assez grave qu'il va apprendre en fin de journée. Et sauf que, en fait, quand il va se coucher le soir, quand il se réveille, le lendemain, il est encore le 1er décembre. Et il va se rendre compte que il vit les mêmes événements que la veille. Et donc, à partir de là, il va se dire... donc, au début, il va se dire, bon, je vais empêcher certaines choses, je vais changer un peu le cours des choses, mais bon, il se rend compte qu'à chaque fois, il se rendort, il revient au 1er décembre. Et là, il se dit, peut-être, parce qu'il lit à chaque fois les chapitres de Léo, et il va se dire, est-ce que... en fait, mon but, c'est pas de sauver Léo. Et voilà. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait. Alors, c'est ultra jeunesse, hein, c'est chair de poule total. Hein, ça s'adresse vraiment à des ados, voire pré-ados même, j'ai envie de dire. Hein. On est plus dans du 12-13 ans, voire 14, allez, à la limite. Pas plus. Franchement, c'est vraiment avisé... Ah ouais, t'as trouvé que c'était redondant et fait ouais, mais moi pas du tout. Alors là, pas du tout, hein. Vraiment, redondant. En même temps, c'est une boucle temporelle. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'à chaque fois, il essaye de. C'est pas redondant parce qu'il essaye justement. Enfin, il change toujours les choses. À chaque fois, chaque jour est finalement différent. Donc, moi, j'ai pas trouvé ça redondant. Par contre, je trouve ça bien de respecter l'avant parce que, en fait, du coup, t'as pas eu ce truc de suspense. Ah c'est clair que pour le coup, oui, oui, évidemment. C'est pour ça que moi, je fais une critique, j'essaye de faire une critique tout à fait objective, dans le sens où, évidemment, que pour un adulte, c'est pas très intéressant, parce que c'est vraiment chair de poule. Mais par contre, pour un ado, moi, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et du coup, en fait, quand tu lis un chapitre par jour, t'as vraiment ce truc de suspense, parce que les chapitres sont très courts. Et t'es là, mais merde, du coup, comment ça va se passer quand il va se réveiller le lendemain, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire et tout ça. Enfin, il y a toujours ce truc un peu de... vraiment de suspense à chaque jour. Moi, j'ai vraiment bien aimé ça. Et ouais, je pense vraiment qu'il y a ce côté-là, parce que comme les chapitres sont très courts, si tu les enchaînes, c'est sûr que ça va être redondant et c'est sûr que ça... Il va pas y avoir d'intérêt. Et puis il y a aussi le fait que, oui, c'est jeunesse, hein, c'est jeunesse. C'est jeunesse. Nous, on s'attend pas à un truc de fou, voilà. Après, moi, j'étais quand même un peu surpris par la fin, pour le coup. Après, je peux comprendre qu'on puisse deviner, mais moi, j'avais pas du tout deviné cette fin-là. Moi, j'ai trouvé que la fin était très bien, justement. Et en fait, c'est marrant parce que c'est le genre de fin que d'habitude je déteste, figurez-vous. C'est vraiment le genre de fin que d'habitude je déteste. Et là, j'ai trouvé qu'elle avait du sens, que c'était logique, et que c'était bien amené, et que c'était une très bonne idée d'avoir mis ça comme ça, en fait. Pour une fois que ce genre de fin est bien utilisé, parce que c'est vraiment la fin de la facilité, quoi. C'est vraiment le truc, bon. Là, non, c'est bien, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Pourquoi ? Parce que c'est pas juste la facilité, c'est que c'est quand même expliqué. Tout est quand même expliqué d'une façon ou d'une autre, quoi. C'est ça qui est bien. C'est que tout a plus ou moins un sens dans le truc. Et c'est pour ça que, franchement, j'ai trouvé que ce roman était très, très, très bien travaillé pour des ados. Je précise, encore une fois, pour des ados. Franchement, je trouve que Franck Tillier, il a fait vraiment du bon travail là-dessus. Il y a vraiment un travail sur les actions, sur le suspense, sur les rebondissements, il s'est pas foutu de la gueule des ados, quoi. Il s'est pas foutu de la gueule des ados. Il les a pas pris pour des cons. Je trouve que c'est bien. Il y a... puis bon, il y a évidemment les petits messages sur... ne pas vouloir à tout prix être populaire, sur l'importance évidemment de l'amitié, sur l'importance de la famille, ce genre de choses. Voilà, bon, c'est mimes, après voilà, c'est des messages, ça enfonce un peu des portes ouvertes, mais en même temps, pour des ados, je trouvais ça quand même sympa, quoi. Voilà, donc non, franchement, c'était vraiment une agréable surprise. J'espère que
qu'il y en aura d'autres dans la même veine, parce que ça change un petit peu. Et ouais, mais en vrai Fanny, mais voilà, je comprends hein, pourquoi t'as pas aimé. Franchement, clairement, c'est vraiment un livre, j'allais dire, joué, enfin un truc ludique. En fait, c'est pas un vrai livre, c'est pas un vrai roman. C'est vraiment un truc où, effectivement, le but c'est tu lis un truc, un chapitre, et t'as le petit suspense à chaque fois de qu'est-ce qui va se passer. On est plus dans un truc ludique pour les ados, quoi. Clairement, c'est clair que là, si tu lis ça comme tu lis un autre Tillier, tu m'étonnes que t'aimes pas. Ça, c'est clair que tu peux pas aimer, quoi. Non, non, là, c'est sûr que c'est vraiment, c'est pas fait pour, quoi. Hein. C'est pas du tout fait pour. Mais en tout cas, moi, j'aime bien ce concept. Alors, voilà, moi, j'ai pas testé les, j'ai pas testé les romances de l'avant. Mais en vrai, ça me donne un petit peu envie de tester, parce que moi, j'aime bien ce petit truc de lire un chapitre par jour. Mais après, bon, les romances, voilà. J'ai un peu peur. En fait, ça m'énerve parce que, en plus, toutes les romances qu'il y a de l'avant qui existent, ça a l'air d'être un peu cucu. Moi, Moi, j'aime bien les romances un peu drôles, quoi. Moi, j'aime bien que ce soit un peu marrant. Donc, j'attendrai qu'ils sortent une romance qui a l'air un petit peu rigolote. Et pas un truc cucu la praline, quoi. Voilà, pas un truc un peu trop mièvre, quoi. Ça me saoule. Donc, voilà. Et pour terminer... Ouais, en plus, oui, bah ça m'étonne pas. Bah après, c'est Ozu, bah voilà, là aussi c'est Ozu, donc bon... D'ailleurs, dans les sorties, j'ai failli mettre aussi un truc de Ozu, qui avait l'air très bien, avec une très belle couverture, mais bon, comme je devais faire du tri, je me suis dit, oh, je vais pas le mettre, parce que je pense que ça va être très jeunesse. J'en ai quand même mis un jeunesse, mais qui était très féministe, donc je me suis dit, bon, je vais le mettre. C'était le Thémo sur mes murs, je crois, un truc comme ça. Mais l'autre, c'était quoi? Wolf quelque chose. Mais très belle couverture et tout, mais c'était Ozu. Je me suis dit, oui, bon. Je crois que c'était un peu genre réécriture du Chaperon Rouge, mais ou de Blanche-Neige, je sais plus. Enfin, il y a un truc avec un conte avec un loup, quoi. Voilà. Bref. Voilà donc pour celui-ci. Et pour terminer, donc celui qui a été ma meilleure lecture de ces 2 dernières semaines. C'est La Bête et la Belle de Thierry Jonquet. Peut-être je dis ces 2 dernières semaines, mais c'est quand que j'ai fait le... C'est quand que j'ai fait le dernier bilan lecture, d'ailleurs? Bilan lecture, le 20 décembre. Eh, dis donc, j'ai quand même lu 7 livres en 10 jours, hein, mine de rien. je suis un petit peu... je suis un petit peu fière de moi, quoi. Enfin, je l'ai publié le 20 décembre, j'ai dû le faire un petit peu avant, mais bon. Reste que... voilà. J'ai quand même plus lu que d'habitude. Ce mois de décembre, j'ai pas mal lu, c'était bien. Ouais, il a bien choisi Mon Secret de Santa. Oui, tout à fait, Fanny. C'est l'auteur de Miguel. Donc oui, pour la petite histoire, en fait, c'est un livre que j'ai reçu de la part d'un collègue de bureau pour un Secret de Santa. On a fait un Secret de Santa avec mon équipe. Et du coup, voilà, moi j'ai reçu un livre. Donc ouais, j'étais étonnée parce que c'est vrai que Secret de Santa, en général, on offre plutôt un peu des conneries. Et d'ailleurs, la plupart des gens se sont plutôt offerts des conneries. Bah moi, j'ai pas eu une connerie, j'ai eu un vrai truc. J'étais contente. Je me dis, putain, moi, il m'attendait à recevoir un truc de merde. Du coup, voilà. Et bon, il a eu de la chance parce que le gars, alors voilà, il sait que je lis beaucoup, mais il connaît pas forcément mes goûts. Et surtout, il fallait le faire pour pas tomber sur un truc que j'avais déjà lu, quoi. Que j'avais pas déjà. Et ben ouais, donc voilà, il m'a offert celui-ci. Alors moi j'étais un peu mitigée sur Miguel. Disons que j'ai aimé, mais j'avais pas aimé la fin. Mais parce que j'avais trouvé ça très problématique, même si malgré l'époque, et du coup c'était compliqué pour moi d'arriver à l'aimer, en fait. Voilà, c'était compliqué pour moi d'arriver à l'aimer, même si j'ai bien conscience que, bon, bah, voilà, c'est un problème d'époque aussi, hein. Mais après, c'est vrai qu'il sait très bien travailler ses intrigues, Thierry Jonquet, et oui, c'est bon, c'est quand même un genre de plume que j'aime beaucoup.
Et celui-là, pour le coup, je l'ai vraiment beaucoup aimé, La Bête et la Belle. Par contre, c'est très sombre et c'est très la dépression. Hein. Ouh là là, que c'est la dépression. Hein. Donc, dans cette histoire, on va suivre Léon, qui en fait vit dans une banlieue. Bah ouais, tout n'est pas rose quoi. Donc Léon, il est assez vieux et il nous raconte un petit peu des relations qu'il a avec les gens autour de lui et notamment un homme en particulier qui... Alors ouais, en fait ils ont pas de nom les gens, à part Léon et à part le commissaire Gablou. Ils ont pas de nom, ils sont désignés avec des adjectifs en fait, globalement. Et donc là c'est le coupable, on l'appelle le coupable, parce que le coupable en fait c'est un homme mauvais qui a tué sa femme, qui a tué d'autres gens, voilà. Mais Léon il est très attaché à lui en fait. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi au début, mais c'est la seule personne que le coupable visiblement aime beaucoup et que Léon l'aime beaucoup aussi, voilà. Et donc Léon il pardonne un peu au coupable le fait que ce soit quelqu'un qui tue des gens. Et en parallèle, donc, on a effectivement des gens qui sont morts et on a donc le commissaire Gablou qui mène son enquête pour savoir ce qui s'est passé. Et donc, voilà, petit à petit, on va en arriver au pourquoi du comment. Et franchement, j'avoue que c'était très sombre. C'était très sombre parce qu'on est quand même avec des personnages qui sont pas joyeux globalement. Hein. Léon, son personnage, il est ultra triste. Le coupable, bon bah c'est un connard, hein, vous l'aurez compris. Le commissaire Gablou, bon bah lui il est là pour mener son enquête, mais c'est pas non plus la belle vie pour lui quoi. On est dans une cité. Les femmes là-dedans sont pas. Alors c'est pas misogyne hein, comme livre pour le coup. Là ça m'a. Moi j'ai pas trouvé que ce livre était problématique. C'est plutôt c'est plutôt dans les yeux des hommes en fait, voilà, notamment le coupable hein, qui est un gros misogyne hein, dans le truc. Donc voilà, vraiment les personnages sont, tu peux pas t'y attacher en fait, et en même temps c'est pas grave parce que tu comprends que Thierry Jonquet il veut montrer un monde qui est ultra triste et désespérant. Et que dans ce désespoir, ben il y a quand même le personnage de Léon en fait, qui lui, même s'il est triste et tout, il a quand même il apporte quand même une figure de personnage attachant en fait qu'on a du mal à comprendre et en même temps que on se dit bon il est seul au monde et il a que le coupable qui l'apprécie et du coup voilà on est quand même en empathie avec Léon et puis il y a aussi tout le mystère autour du coupable déjà pourquoi est-ce qu'il a tué ces gens et pourquoi est-ce que il y a tout un truc où en fait alors, je vais pas rentrer dans les détails pour pas trop spoiler, mais Léon passe beaucoup de temps chez le coupable, et on comprend que le coupable, il y a quelque chose qui va pas chez lui, en fait, dans sa maison, que ça pue, ou que, il se passe des trucs, voilà. Et c'est pas forcément ce que vous croyez, je précise aussi, parce que sinon ça serait pas très logique dans l'histoire, mais voilà. Et voilà, et donc il y a tout un mystère autour de ça, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, voilà, et pourquoi il veut absolument cacher ça aussi, parce qu'on comprend qu'il veut cacher ça, enfin bref, voilà, il y a tout un mystère, c'est très mystérieux comme livre, et c'est extrêmement bien écrit, il est court, hein, il est court, il fait 150 pages, hein, donc je l'ai lu très rapidement, en un trajet aller-retour à mon boulot, je l'avais lu, et c'est très bien écrit, je trouve. Alors, ah oui, alors en plus, on est dans la France des années 80.
Et je trouvais que c'était très très représentatif de cette France d'ouvriers, en fait, voilà, ouvriers des années 80, où, où c'est un petit peu la crise quand même dans les années 80, il y avait une petite crise aussi, hein, voilà, les gens étaient quand même assez pauvres, et, ouais, voilà, moi qui suis née au début des années 80, j'ai un peu retrouvé, voilà, moi j'étais en Bourgogne quand j'étais petite, j'ai un peu retrouvé cette atmosphère-là, même si là c'est dans une cité, il y a quand même quelque chose qui fait que on retrouve, ouais, cette France comme ça, des années 80, qui est loin, très loin du côté des années 80 qu'on connaît, le disco, tout ça, machin. Là, on est vraiment dans cette France, pas rurale en l'occurrence, plutôt urbaine, mais voilà, cette France ouvrière, quoi, vous voyez. Et j'aime bien ça. C'est un truc que j'ai retrouvé aussi dans Sambre. J'ai bien aimé cette ambiance-là, voilà, de cette France. C'est une ambiance un peu anxiogène, hein, mais de cette France, ouais, des années 80 aussi, pareil. Parce que, je sais pas, ça m'a rappelé des choses, et je trouve que c'est très représentatif de ce qu'est la France. On est loin des paillettes, enfin voilà, on n'est pas... Mais voilà, et du coup c'était vraiment... Et puis bon, évidemment, on découvre la fin, on comprend qui est la bête et qui est la belle, même si c'est pas forcément ce qu'on croit au final. C'est ça qui est intéressant, justement. Il y a beaucoup d'interprétations, je trouve, à faire de ce livre, de cette histoire, des rapports, enfin, voilà, je veux pas trop en dire, pas spoiler, mais et franchement, je trouve que, en fait, j'étais con parce que j'ai deviné la fin avant la fin. Mais je me suis dit, j'aurais pu deviner plus tôt. J'aurais pu vraiment deviner plus tôt. Mais c'est bien. C'est bien parce que je trouve que c'est bien amené, et c'est assez original, et voilà, c'était très très bien. Franchement, c'est un excellent livre. Ça me réconcilie entre guillemets avec Thierry Jonquet. C'est là que je me rends compte que bon, les problèmes que j'ai vus dans Miguel, au final, c'est... Ben ouais, ça s'inscrit dans un contexte un peu particulier, on va dire. Mais voilà, c'était très intéressant. Voilà. Bon, bah, je vais finir là, du coup, pour celui-ci. Mais en tout cas, franchement, je vous le conseille grandement. C'est vraiment un roman noir, social, sur sur l'espèce humaine, qui est bah, très déprimante, hein, voilà, hein, clairement, le manque d'empathie, enfin, c'est la misanthropie, plein de choses comme ça, voilà, c'est assez triste, mais c'était très très bien retranscrit. Voilà. Concernant mes lectures en cours, alors ben j'en ai qu'une actuellement, en fait, puisque j'ai pas repris de livre audio là, mais je pense que je sais pas, je réfléchis en fait à ce que je vais me faire en livre audio, mais je pense que je vais soit rester dans du thriller, soit partir dans un truc peut-être un peu plus feel good, on va voir, parce que je suis encore en mode... Moi je suis encore en mode vacances là, enfin même si je suis pas en vacances, mais je suis encore en mode les fêtes, tout ça. Donc j'ai pas envie de lire un truc trop... voilà, je relirai pas un truc comme La Bête et la Belle par exemple, mais celui-là je l'ai lu juste avant les vacances, donc ça va. Mais voilà, j'ai pas envie de lire un truc trop dur. Donc plus soit du polar, soit du cosy, soit un truc comme ça. Et sinon je suis en train de lire l'autre livre du Nouvel An, parce qu'il y en avait deux dont j'avais parlé. Et là j'ai commencé à lire c'est quoi, Sa dernière nuit, ouais c'est ça, qui est pas du tout, c'est pas du tout la même thématique que l'autre. Alors là pour le coup ça parle du Nouvel An parce que en fait il va y avoir c'est une jeune fille qui va disparaître un soir de Nouvel An
Après voilà, les rapports avec le Nouvel An s'arrêtent là. Encore une fois. Après, c'est un peu difficile, je pense. Autant Noël, il y a le côté ambiance de Noël, il y a le fait que Noël, ça veut dire quelque chose pour pas mal de gens. Il y a un truc comme ça qui fait que c'est plus facile d'écrire des livres sur Noël. Sur le Nouvel An, c'est plus compliqué parce que c'est vrai que le Nouvel An, c'est une soirée, quoi. Voilà. C'est une soirée et bon, faut aller chercher le rapport. Mais voilà. Mais c'est pas mal. Pour l'instant, j'en suis à la moitié quand même. Je suis arrivée à la moitié du livre et j'aime bien. C'est pas mal. Voilà. Ça fait le job, encore une fois. Voilà donc pour la lecture en cours, en l'occurrence. Oui, voilà, et c'est ça, c'est tout le mois de décembre, c'est-à-dire que le livre peut parler de début décembre pour dire c'est l'avant, c'est les préparatifs de Noël, etc. Alors qu'un truc de Nouvel An, bon bah c'est le Nouvel An, quoi. Voilà, c'est un peu limité, effectivement. Pour le coup, bon. Mais ouais, mais après voilà, le livre en soi est plutôt sympa, donc ça va. Voilà, sur ce, je vais vous laisser YouTube. Et on se retrouve rapidement parce que dimanche, je fais le petit tag du mois de décembre. Voilà, donc là, c'est bon, je rattrape les vidéos là. Voilà, donc merci d'avoir regardé ce petit bilan lecture. J'espère que ça vous aura intéressé. Et donc, on se dit à très bientôt pour le tag du mois. Alors oui, ça va reprendre une partie du coup des livres dont j'ai parlé là, mais voilà, on fera un petit bilan. Et ben à bientôt. Du coup, très très bientôt, parce que je pense que vous aurez le tag lundi. Voilà, bisous bisous. Ciao ciao. Bien.